Bonjour, je suis Mike Tyson, boxeur professionnel, et aujourd'hui, je veux te raconter une histoire qui va au-delà du sport. C'est une histoire de combat, d'espoir et de décision qui marque nos vies. Mais avant, je veux te demander quelque chose. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait changer ta manière de voir les difficultés et comment les surmonter. Et bien sûr, si tu apprécies ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ton soutien est vital pour que nous puissions continuer à créer du contenu significatif. La boxe a toujours été une partie centrale de ma vie. Pour beaucoup, je suis connu comme l'homme qui a conquis le monde de la boxe, celui qui est arrivé au sommet à un très jeune âge. Mais derrière ces ceintures, ces titres et ces applaudissements, il y avait une histoire de lutte personnelle que peu de gens connaissent. Pour moi, la boxe n'était pas seulement un sport, c'était une manière de survivre, de trouver un but dans un monde qui semblait être contre moi dès le début. Je me souviens que, dans ma jeunesse, chaque coup que je lançais sur le ring était une façon de libérer ma colère, ma frustration et ma douleur. Mais c'était aussi un espace de réflexion. Pendant les entraînements, surtout lors des longues courses à l'aube, j'avais beaucoup de temps pour penser. Je pensais à ma vie, à ma famille, aux amis que j'avais perdus, et surtout à l'impact destructeur que la drogue avait sur les personnes qui m'entouraient. Brownsville, mon quartier natal, était un endroit où la drogue ne détruisait pas seulement des vies, mais des communautés entières. C'est pourquoi, en 1987, juste avant ma première défense de titre, j'ai décidé de participer à une campagne de sensibilisation pour l'administration de contrôle des drogues. Dans ce message, j'encourageais les gens, surtout les jeunes, à dire non à la drogue. C'était un message simple mais puissant, 2 lettres, non, qui pouvaient changer des vies. J'ai également enregistré des annonces pour l'État de New York, où on me voyait frapper un sac de boxe avant de regarder directement la caméra et dire à tous de résister à la tentation et de rester éloignés de ce chemin sombre. Mais c'est là que les choses se compliquent. Bien que je transmettais ces messages avec sincérité, ma vie personnelle était pleine de contradictions. À cette époque, j'aidais financièrement un ami proche, Albert, qui avait grandi avec moi à Brownsville. Albert était impliqué dans le trafic de crack, et moi, voulant le protéger des dangers du quartier, je lui donnais de l'argent pour qu'il puisse rester indépendant. Parfois, c'était 5 000 $, d'autres fois 10 000. Je n'attendais rien en retour, pas même des bénéfices de son activité. Je voulais simplement qu'il soit en sécurité, qu'il n'ait pas à dépendre de personnes qui pouvaient le mettre en danger. Cependant, mes bonnes intentions ne donnaient pas toujours les résultats espérés. Brownsville, dans les années 80, était un piège mortel, surtout pour les jeunes attirés par l'argent facile de la drogue. Une fois entré dans ce monde, il était presque impossible d'en sortir. Peu importe combien je donnais, les racines des problèmes étaient bien plus profondes que ce que je pouvais régler avec des billets de banque. Certains de mes amis les plus proches ont fini par perdre la vie dans ces circonstances. Albert, ainsi que d'autres amis, est mort en 1989 alors qu'il n'avait qu'un peu plus de 20 ans. Même un garçon de 16 ans, qui voulait simplement faire partie de ce faux rêve de pouvoir et de richesse, a perdu la vie. Ce fut une période sombre pour moi. J'ai payé de nombreux enterrements ces années-là. Chaque enterrement était comme un coup de plus à mon esprit, un rappel de la difficulté à échapper au cycle de violence et de pauvreté qui marquait nos vies. Malgré ces tragédies, j'ai toujours essayé de garder vivante la mémoire de ceux qui avaient été importants pour moi. Après avoir remporté mon premier titre, je suis retourné à Catskill, l'endroit où ma carrière de boxeur avait commencé, pour montrer ma ceinture de champion. Je l'emmenais partout avec moi pendant des semaines. Je dormais même avec. Un jour, j'ai décidé de visiter la tombe de Cus D'Amato, mon entraîneur et mentor, qui était décédé peu avant que j'atteigne le sommet. J'ai apporté une bouteille de champagne avec moi, et en arrivant sur sa tombe, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai versé du champagne sur sa pierre tombale, et je lui ai promis de continuer, de porter son héritage avec moi dans chaque combat. Après cette visite, quelque chose en moi a changé. C'était un moment de connexion avec le passé, avec tout ce qui m'avait mené là où j'étais, mais aussi un rappel de tout ce que j'avais perdu. Cus n'était pas seulement mon entraîneur, il était comme un père pour moi. Sa foi inébranlable en mon potentiel m'avait permis de surmonter de nombreux défis. Même s'il n'était plus physiquement là,
Son héritage vivait à travers chaque décision que je prenais. Un autre moment important de ma vie a été ma décision d'honorer ma mère. Elle a toujours été une figure clé pour moi, même lorsque nos conditions de vie étaient difficiles. Quand elle est décédée, nous n'avions pas les ressources pour lui offrir l'enterrement qu'elle méritait. Alors, des années après avoir gagné mon premier titre, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai fait exhumer son corps ainsi que celui de son compagnon Eddie, qui était décédé peu avant l'un de mes combats les plus importants, et je les ai enterrés dans des cercueils en bronze. J'ai également commandé un monument de 7 pieds de haut pour sa tombe, un hommage pour assurer que sa mémoire ne soit jamais oubliée. Chaque personne qui visitait ce cimetière saurait que là reposait la mère de Mike Tyson. Ces gestes étaient importants pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de montrer du respect, mais aussi de garder un lien vivant avec mes racines. Car même si ma vie avait radicalement changé, je n'ai jamais voulu oublier d'où je venais, ni les personnes qui m'avaient aidé sur mon chemin. Cette loyauté envers mes racines se reflétait aussi dans ma relation avec Brownsville, mon quartier natal. J'y retournais souvent, même quand certains me conseillaient de ne pas le faire. On me disait que c'était dangereux, que je n'avais rien à y gagner, mais pour moi, il était important de montrer que je n'avais pas oublié ma communauté. À plusieurs reprises, j'ai rempli ma voiture de billets de banque et j'ai parcouru les rues pour distribuer de l'argent à ceux qui en avaient besoin. Peu importait qu'ils soient connus ou inconnus. Si je voyais quelqu'un dans le besoin, je l'aidais. C'était ma façon de redonner à un endroit qui, malgré toutes ses difficultés, avait été mon foyer. Je me souviens d'une fois où j'ai réuni un groupe d'enfants des rues et les ai emmenés dans un magasin de sport. Je leur ai acheté de nouvelles chaussures, des vêtements, tout ce qu'ils voulaient. Pour eux, c'était un moment de bonheur dans un environnement difficile. Pour moi, c'était une manière de leur rappeler qu'il y avait de l'espoir, qu'ils pouvaient rêver de quelque chose de plus grand. Ces gestes, bien que petits, me donnaient un sentiment de but. Je sentais que je faisais une différence, même de manière limitée. Cependant, avec le temps, j'ai compris que l'argent ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Les racines de la pauvreté, de la violence et de la drogue dans des endroits comme Brownsville étaient bien plus profondes que ce que je pouvais aborder avec une liasse de billets. Beaucoup de personnes que j'ai aidées restaient piégées dans le même cycle de désespoir. Certains ont même perdu la vie, malgré mes efforts pour les soutenir. Ce fut un apprentissage douloureux. Comprendre que tu ne peux pas sauver tout le monde, peu importe à quel point tu essaies. Ce fut une leçon qui m'a pris des années à accepter. Mais cela ne signifiait pas que j'allais arrêter d'essayer. Pour moi, chaque petit acte de bonté comptait. Chaque paire de chaussures offertes, chaque sourire provoqué, était une façon de lutter contre un système qui semblait conçu pour écraser les plus vulnérables. Pendant ces années, je luttais aussi avec mes propres contradictions. Tandis que je tournais des messages de prévention contre la drogue et que je parlais de l'importance de s'en éloigner, je continuais à soutenir des amis comme Albert, qui en étaient profondément impliqués. Je le faisais parce que je voulais les protéger, parce que je sentais que c'était ma responsabilité en tant qu'ami. Mais avec le recul, je comprends que ces décisions, bien qu'animées de bonnes intentions, n'étaient pas toujours les bonnes. La boxe était mon refuge, le seul endroit où je me sentais en contrôle. Sur le ring, il n'y avait ni contradiction, ni doute. Chaque coup que je lançais me rappelait ma force, ma capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Mais en dehors du ring, la vie était bien plus compliquée. Naviguer entre mon succès et les responsabilités que je ressentais envers ma communauté était un défi constant. Malgré tout, j'ai toujours trouvé un moyen de rester connecté à mon but. Chaque fois que je retournais à Brownsville, j'avais l'impression de récupérer une partie de moi-même. Voir les enfants de mon quartier, ceux qui grandissaient dans ces mêmes rues difficiles où j'avais appris à survivre, me rappelait l'importance de leur montrer qu'il y avait de l'espoir, qu'il existait une issue. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer les histoires de ceux qui n'avaient pas réussi à s'échapper. En 1989, j'ai perdu plusieurs amis proches en très peu de temps. Albert en faisait partie. Lui et d'autres jeunes, certains à peine adolescents, ont perdu la vie en poursuivant des rêves de richesse et de statut qu'ils n'atteindraient jamais. Brownsville, comme tant d'autres quartiers, était un endroit où les rêves pouvaient te coûter la vie. Ces pertes m'ont profondément marqué. J'ai payé des funérailles, visité des tombes et affronté la douleur de voir disparaître une à une des personnes que j'aimais. Cependant, ces tragédies m'ont aussi poussé à avancer. Même si je ne pouvais pas changer le passé,
je savais que je pouvais utiliser ma plateforme pour essayer d'influencer l'avenir. C'est alors que j'ai commencé à parler plus ouvertement de mon histoire, des luttes que j'avais traversées et des leçons que j'avais apprises. Je voulais que les gens comprennent que, même si le chemin est difficile, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Mes gestes envers ma communauté n'ont pas toujours été compris. Les médias me décrivaient souvent comme un Robin des Bois moderne, quelqu'un qui distribuait de l'argent sans réfléchir. Mais pour moi, il ne s'agissait ni d'attention, ni de célébrité. C'était une manière de rendre quelque chose aux personnes qui avaient partagé mes premières années, quand nous n'avions rien. C'était une façon d'honorer nos racines, de montrer que, même si la vie m'avait emmené loin, je n'oublierai jamais d'où je venais. Dans le même temps, j'étais conscient que je devais aussi travailler sur moi-même. Bien que je réalisais des exploits incroyables sur le ring, en dehors, je luttais contre mes propres démons. Il y avait des jours où le poids de mon passé me semblait insupportable. Mais la boxe était toujours mon refuge, l'endroit où je pouvais canaliser toutes ces émotions. Chaque victoire me rappelait que j'étais capable de surmonter n'importe quel obstacle, que mon histoire ne se définissait pas par les circonstances dans lesquelles j'étais né. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois une vie remplie de hauts et de bas. J'ai commis des erreurs, mais j'en ai aussi tiré des leçons. J'ai perdu des personnes importantes, mais je n'ai jamais laissé ces pertes définir qui je suis. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que nous avons tous la capacité de changer, de grandir, de dépasser nos circonstances. Et c'est le message que je veux partager avec toi. Si tu traverses des difficultés, si tu as l'impression que le monde est contre toi, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul. Nous avons tous le pouvoir de transformer nos vies, de prendre des décisions qui nous mènent vers un meilleur chemin. Et même si ce chemin est difficile, il vaut la peine d'être parcouru. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien d'argent tu as, ni combien de titres tu gagnes, mais comment tu utilises ta vie pour faire une différence. Avant de finir, je veux te demander quelque chose. Si cette histoire t'a inspiré, si elle t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'ensemble, nous pouvons continuer à créer un espace où les histoires de dépassement, d'espoir et d'apprentissage atteignent plus de personnes. Merci d'être là, d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. J'espère qu'elle t'inspire à croire en toi, à te battre pour tes rêves et, surtout, à ne jamais abandonner. Parce que si moi, un gamin de Brownsville, j'ai pu surmonter l'adversité et trouver mon but, alors toi aussi tu peux y arriver. La vie est pleine de secondes chances, et c'est à nous de les saisir.